Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité, ce soir, le football polynésien en deuil. Eddy Gaspard est décédé dans un accident de la route ce matin à Paea. Il circulait à scooter et a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite avant d'être interpellé à la mi-journée et placé en garde à vue. De l'ice et du paca trouvés à l'entrée des collèges et lycées de Papeete. Les forces de l'ordre ont mené des opérations de contrôle ces derniers jours, notamment pour lutter contre ces trafiquants qui font fumer de l'ice gratuitement aux élèves pour en faire de futurs clients. Confrontés au mouvement de la frappe, la présidence a fait le choix d'un guichet social. Une fois par mois, les agents des catégories C et D peuvent rencontrer des membres du gouvernement, faire part directement de leur précarité. Mais la participation reste faible. Ce sera l'un des sujets qu'on abordera avec Thémataï Legaïc, représentante à Vigny à l'Assemblée. Et puis, est-ce que vous préférez le thon ou la bonite? La question n'est pas si anodine que ça. Entre les habitudes et la réalité du portefeuille, on verra comment les consommateurs font leur choix. Le footballeur Eddy Gaspard, meilleur buteur de la saison dernière, est décédé ce matin dans un accident à Paea. Il est la 22e personne à mourir sur la route depuis le début de l'année. Eddy Gaspard a été percuté par un automobiliste qui a pris la fuite avant d'être interpellé en milieu de journée. Lucille Guichet, Dylan Fels. C'est un footballeur talentueux qui s'en va. Eddy Gaspard, 24 ans, a été tué dans un accident de la route ce matin à Paea. Formé à l'AS Stéphana, ancien joueur de National 2 dans l'Hexagone et meilleur buteur de la saison dernière avec 35 buts inscrits, il était le plus jeune attaquant de l'AS Vénus. Son nouveau club de Marina est sous le choc. C'est le meilleur en ce moment. Hein. Et là, aujourd'hui, ça fait très mal de le perdre. Hein. En tant que joueur déjà, puis en tant que personne. C'était un garçon qui était très proche de nous, très poli. On l'a beaucoup apprécié au club. Hein. Alors qu'il se rendait au travail en scooter ce matin vers 6h30, Eddy Gaspard est percuté par un véhicule à Paea. L'automobiliste prend la fuite. Les secours se sont présentés sur place, constaté l'homme gisant par terre en arrêt cardio-respiratoire. Et probablement, le véhicule n'était plus sur place. L'automobiliste suspecté d'être impliqué dans l'accident a été interpellé ce midi. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Eddy Gaspard devait bientôt intégrer la première équipe polynésienne professionnelle de football. Ses rêves s'envolent avec lui. Plusieurs sachets d'ice ont été trouvés aux abords des écoles du centre-ville de Papeete en cette rentrée. Les forces de l'ordre mènent une opération de sécurisation des établissements scolaires. Reportage d'Inacio Raveino et Patrick Tinsi. On cherche les infractions de vol, les infractions de recel, le trafic de stupes et des armes aussi. Hein. Une opération presque rituelle en ce début d'année scolaire, motivée par la montée du trafic de stupéfiants fénois. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Il y a eu un sachet le matin de ice, 3 l'après-midi, avec 3 CSPC et du paca en plus, quoi. Donc on voit très bien que le stup en ce moment, c'est en plein boom. Hein. On a eu des signalements aussi que les dealers faisaient fumer gratuitement les élèves autour des écoles parce qu'ils cherchent des nouveaux clients. Donc pour notre jeunesse, pour la population, on essaye de faire quelque chose. Et pour ce faire, direction les 3 établissements scolaires retenus. Il est presque 7 h du matin et c'est l'effervescence rue de l'Évêché. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre sous le regard approbateur des parents d'élèves. On voit beaucoup de choses qui se passent en Polynésie, surtout à Tahiti avec la drogue, l'ice et tout ça. Et c'est important pour nous les parents de veiller à ce qui se passe en fait pour nos enfants et d'éviter tout par rapport à la drogue. Ils ont bien fait le travail, les policiers là, le chef a bien travaillé aussi et justement là ils sont en pleine intervention par rapport à la drogue là. Il faudrait éviter de venir pour emmener ça devant nos enfants. C'est rassurant pour toi de voir et carrément, parce que je ne voudrais pas que mon enfant aussi tombe dedans, quoi. Voilà, c'est un message à tout le monde. C'est d'ailleurs l'objectif de la DTPN, décourager les éventuels trafiquants en affichant une présence quasi permanente aux abords des établissements scolaires. Les premiers contrôles réalisés ici, notamment sur l'Amené, parce qu'il y a aussi d'autres points qui sont réalisés simultanément. Deux individus ont été contrôlés, effectivement.
marqué par le chien avec l'appui de la police municipale, hein, il faut le relever, et trouvé en possession d'un peu de produits stupéfiants, sans compter évidemment toujours ces fameuses conduites sans permis. Bilan de cette matinée, 100 personnes et 58 engins contrôlés, 2 infractions routières sanctionnées et 6 délits constatés, dont 2 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. La prévention est tout aussi essentielle que la répression. C'est le message délivré par le nouveau commandant de la gendarmerie en Polynésie. Stéphane Brunet était l'invité de la première radio ce matin. Pour ce qui est de l'ICE, par exemple, le colonel de gendarmerie estime qu'il faudrait informer les jeunes sur les répercussions de cette drogue, la désocialisation, la rupture avec la famille ou encore les effets visibles sur la dentition. L'interview est à retrouver sur notre site internet. Un guichet social une fois par mois plutôt qu'une augmentation dans un premier temps. En tout cas, c'est ce que le gouvernement a proposé aux agents de la fonction publique territoriale qui peinent à vivre avec leur salaire. Mais le rendez-vous n'a pas beaucoup de succès. Toulourou Guérard, Marcel Bonneau. 150 000 francs par mois, c'est ce que gagne James Tehahetua, aide électricien à la direction de l'équipement depuis plus de 5 ans. Une somme qui ne suffit plus à faire face au coût de la vie. Ce matin, il s'est rendu au guichet social dans l'espoir d'obtenir un soutien. Dans son service, les informations sur les aides sont rares. Alors, comme d'autres agents, il veut comprendre ses droits. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, parce que dans le quartier, on est plusieurs. On a du mal à obtenir. Et des fois, ça dure. On nous fait répéter qu'il faut attendre, parce que la personne n'est pas là, et ainsi de suite. Bon, on essaie d'être patient aussi, et là, ça décale, et ça prend un peu de temps. Je dis un peu de temps, on décale plus de 6 mois, un truc comme ça. C'est la 2e permanence organisée pour les agents des catégories C et D. Ce guichet social est l'une des mesures issues des négociations entre le pays et la FRAP autour de la revalorisation du point d'indice. Sur plus de 2600 fonctionnaires concernés, seule une trentaine se sont inscrits. L'idée, c'est vraiment de nous rapprocher de nos administrés, et surtout ceux de la fonction publique, afin de comprendre aussi leurs problèmes, puisqu'on nous a fait remonter qu'il y avait des problèmes de mal-être au travail, ça nous est remonté, et surtout aussi des problèmes de précarité. Quelles étaient tes attentes quand tu es venu ici ? Un avancement sur les grades, et puis le bien-être aussi au travail, quoi. Le gouvernement maintiendra ce rendez-vous social chaque 3e vendredi du mois jusqu'en décembre prochain. Thémataï Le Gaïc, bonsoir. Yorana. Vous êtes représentant Tavini à l'Assemblée de la Polynésie française. Le Tavini a fait campagne sur la vie chère. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de voir ces catégories C et D réduire à une forme d'assistanat plutôt que d'améliorer leurs conditions de vie ? Ce n'est pas nouveau qu'un gouvernement décide de rencontrer la population. Gaston Floss l'a fait pendant toute la période où il avait été président. Aujourd'hui, certains maires comme Teura Iriti le font à Roué. Donc cette volonté de proximité entre les administrés et le politique est un usage dans le paysage politique. Là, il ne s'agit pas juste de les rencontrer, il s'agit d'apporter une réponse à la grève de la FRAP. Donc on n'augmente pas le point d'indice, on les rencontre. Alors, la mesure que demandait la FRAP initialement était beaucoup trop élevée par rapport aux besoins financiers, demandés entre 11 et 15 milliards. La masse salariale du pays est entre 33 et 35 milliards. C'est augmenté d'un tiers supplémentaire. Aujourd'hui, tout le monde dit que la pression fiscale est trop élevée. Les patrons gueulent dans les chaumières parce qu'on a des difficultés avec la pression et le taux de fiscalité et de pression sociale qui est élevé. On ne pouvait pas se permettre d'augmenter de 11 milliards la masse salariale. Donc il fallait une réponse. Pour ce guichet social, personnellement, je pense que ce n'est pas une réponse qui est adaptée. C'est une bonne chose de rencontrer nos fonctionnaires. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être orientés. Mais je ne crois pas que mobiliser 2 ministres, 2 ministères, soit adapté aux besoins concrets de ces fonctionnaires. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Beaucoup de fonctionnaires sont les seuls, ou sont 2, à financer le quotidien de familles de 8, 10, 12, 15 personnes. Donc, avec 150 000 francs, c'est compliqué. Exactement. Pour ne pas dire impossible. Donc il y a un besoin déjà de voir la situation dans les familles de démembrement. Donc il y a une
difficulté d'accès au logement. Ensuite, il y a une difficulté de mettre en activité toutes ces personnes, parce que la plupart sont aussi en âge de travailler, mais n'ont pas eu la formation disponible, ne sont pas entrés dans le marché de l'emploi. Ce n'est pas tant sur le fonctionnaire en lui-même qu'il faut arriver à trouver une solution. C'est aussi sur l'ensemble du foyer qu'il faut arriver à apporter des solutions. Pour ce qui est du taux d'emploi, on a réussi à l'augmenter de 3% sur les deux années et demie. On est passé de 56 à 58,5%. Le gros souci dans notre pays pour augmenter ce taux d'emploi, c'est la capacité que le pouvoir public a de structurer la formation. Aujourd'hui, quand on va au CEFI, il y a 7000 offres d'emploi disponibles. Comment ça se fait qu'il y a 7000 offres d'emploi disponibles et on n'est pas capable de mettre les gens en face? Donc il y a là un axe de travail pour vous. Oui, et c'est là où on attend le gouvernement. Le CFPA, le RSMA, l'ensemble des centres de formation doivent être beaucoup plus structurés, doivent travailler en concordance de manière à adapter les formations pour répondre à ce besoin d'offres d'emploi. Les offres d'emploi sont disponibles, mais on n'arrive pas à mettre les gens en face. Donc il faut rapidement trouver une solution à la formation professionnelle. Alors la politique, c'est aussi le grand retour aujourd'hui à l'Assemblée d'un texte qui a beaucoup fait débat, le projet de loi relatif aux conditions d'affiliation au RNS, le régime des non-salariés. Il a été discuté au sein de la Commission de la Santé. Cette réforme est présentée comme un rééquilibrage qui doit permettre de garantir la pérennité de notre protection sociale. Il est question notamment de soumettre les revenus des loyers et des dividendes à cotisation à partir d'un certain montant. Thémataï Le Gaïc, ce texte, il est critiqué de toutes parts. On a entendu par exemple que les vendeurs de fleurs ou les vendeurs de mappés pourraient devoir cotiser alors qu'ils ne gagnent même pas le SMIC. Est-ce qu'il y a des ajustements qui ont été décidés aujourd'hui? Ces exemples sont faux, pour être clair. À la base, le texte initial de 1995 prévoyait que l'ensemble des ressources de quelqu'un qui n'est pas salarié, donc RNS, il devait tout cotiser. Mais aucun gouvernement ne l'a appliqué ou l'a toiletté. En 2022, le gouvernement Fritsch Heiss a tenté de le faire, mais a reculé. Aujourd'hui, le gouvernement Broderson propose de remettre tout le monde dans les bonnes cases et de proposer un seuil pour lequel le RNS devra cotiser. Le seuil in fine qui est sorti de la commission, où il y a eu des amendements d'amélioration, il est de 300 000 francs net pour ce qui est des loyers. Ça a été revu à la hausse. Pour ce qui est des loyers et des dividendes, ça a été revu à la hausse. Un loyer, par exemple, quelqu'un qui fait de l'activité immobilière, qui a plusieurs loyers. Si son loyer dépasse, l'ensemble de ses loyers dépasse les 300 000 francs net, c'est-à-dire en prenant en compte les charges, alors il paye. 300 000 francs net, un exemple, si l'ensemble de tes loyers, c'est 500 000 francs bruts, et que tu as 300 000 francs de prêt à la banque, donc ça descend à 200 000 francs net, tu n'es pas soumis à cotisation. Il y a eu plusieurs tentatives de part et d'autre d'essayer de délégitimer cette réforme. Je pense que cette réforme peut être intéressante. Le seuil qui est proposé est un seuil qui permet beaucoup d'exemptions. Nous avons également proposé une décote à 20% pour essayer de prendre en compte les charges de fonctionnement et de rénovation de ces loyers, pour ce qui est des loyers par exemple, de manière à ce que cette contribution sociale ne pèse pas trop sur l'activité. Personnellement, je pense sincèrement qu'il nous faut verrouiller le financement de la PSG. Parce que qui dit contribuer à la PSG, c'est ouvrir des droits pour la santé, pour la retraite, pour les prestations familiales. Là où je suis d'accord avec les patrons, et je serai leur soutien, c'est que la pression fiscale dans notre pays est trop importante sur l'outil de production, sur les entreprises. Mais la personne physique qui gagne des dividendes ou qui gagne des loyers doit participer à la contribution sociale. Le débat va se poursuivre puisque le texte doit passer encore à l'Assemblée. Un mot sur les dissidences actuelles au sein du Tavini. Alors, ce n'est pas nouveau, mais là, on a vu ces derniers jours à Matéia de nouvelles tensions. Comment vous vivez ces tensions au sein du Tavini ? Je laisse les dirigeants du parti gérer les conflits internes dans le parti. On a quand même l'impression de deux clans au sein du Tavini. Il y a peut-être un conflit de génération ? Non, ceux qui veulent y trouver des clans à l'intérieur des partis politiques vont essayer de les mettre en avant.
Aujourd'hui, on est à 6-7 mois des élections municipales. Dans l'ensemble des partis politiques ou des mouvements politiques, il y a des discussions. Moi, j'ai vu que peut-être le sénateur se présenterait à Aroué. On n'en fait pas, le sénateur Tevarofric se présente peut-être contre Teoura Iriti à Aroué. On n'en fait pas tout un foin dans le camp autonomiste. Moi, je pense qu'il faut laisser le Taveni gérer les élections municipales. Pour ce qui est de l'Assemblée, par contre, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut arriver à temporiser les problèmes internes qu'on peut avoir dans le parti pour ne pas que ça amène un sentiment anxiogène à l'intérieur du pays. Les gens ont besoin d'investir, ils ont besoin de prévisions. S'ils voient en plus que les institutions ne s'entendent pas entre eux, c'est problématique. Il faut qu'on arrive à apaiser. Message précédent. Il faut qu'on arrive à apaiser les tensions pour qu'il y ait de la visibilité pour les investisseurs. Merci beaucoup Thémateï Le Gaïc d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Le barreau de Papeete contre un nouvel avocat, Maître Tehono Marshall, a prêté serment aujourd'hui après un brillant parcours qu'il a mené des cabinets internationaux parisiens à l'autorité polynésienne de la concurrence et à la vice-présidence. Ces 4 dernières années, il exerçait à la cour d'appel de Papeete comme juriste assistant. À 37 ans, il a donc décidé de passer de l'autre côté de la barre et d'ouvrir son cabinet. On l'écoute au micro de Lucille Guichet et Dylan Feltz. Je me sens merveilleusement bien. Très excité, très ému et très excité de pouvoir enfin commencer mes nouvelles aventures dans la profession. Quel genre d'avocat est-ce que tu as envie d'être ? Je veux être un avocat comme mes confrères qui puissent venir éclairer les personnes dans leur situation, dans leur opération, dans leur prise de décision, les accompagner naturellement en les conseillant et les défendre le cas échéant devant les juridictions. Ivo Père a été enterré ce matin à Lurani après une messe donnée à l'église Mariano Tehao. Le directeur général délégué de TNTV, ancien journaliste de RFO, ancien responsable de la communication de Gaston Floss et d'Edouard Fritsch, est décédé dimanche dernier à l'âge de 63 ans. La nourriture est toujours un sujet très sérieux. Aujourd'hui, on s'intéresse aux poissons. 8700 tonnes de poissons ont été pêchées l'an dernier. Et parmi les espèces les plus appréciées, il y a le thon et la bonite. Alors, entre les deux, qui l'emporte? La réponse avec Raihe Najarian et Patrick Sinsing. Ce banc d'oiseaux, c'est le signe qu'un trésor se cache sous l'eau. Pas de temps à perdre, les pêcheurs sortent leurs cannes. Objectif, ne pas laisser filer ce banc de bonite. Si les conditions sont bonnes, ils peuvent en attraper jusqu'à 400 par jour. Une fois le quota atteint, la priorité est de vendre le poisson le plus tôt possible pour garder sa chair fraîche. Le mardi, quand ils vont à la pêche et qu'ils reviennent par exemple avec 200 poissons, la veille, on va venir, le jour même, on vient à la vente et le lendemain matin, on se précipite à faire les quartiers de 8h à 13h. Sur ce stand en bord de route, les habitués sont au rendez-vous. Ici, on préfère consommer de la bonite, un choix assumé par les clients. Pas le même goût. Pourquoi tu dis ça? Nous, en tant que Polynésiens, on est habitués à manger du poisson. La bonite, c'est pas pareil le thon blanc. Hein. Les Haïtiens, ils aiment plus que les repos que les thons. Et pourtant, je vois beaucoup de gens quand même acheter du thon blanc. Hein? Oui, c'est les demi, ouais. Hein? Ceux qui ne supportent pas les robots, ils mangent du thon. C'est ça. Au marché de Papeete, les barquettes de thon blanc et rouge règnent sur les étals. Les clients fidèles s'empressent d'acheter leurs produits avant que le stock soit épuisé. Avant, on mangeait de la bonite. Et après, on est venu sur le thon et le thon rouge. Et c'est la bonne qualité, quoi. On va la bonite. Pourquoi pas la bonite? Parce que j'aime pas ton amère, ton aïe. Sachet. Ouais, voilà. Une chose est sûre, une bonite entière coûte en moyenne 1500 francs, soit le même prix qu'un kilo de thon blanc. Le kilo de thon rouge, quant à lui, coûte aux alentours de 2000 francs. Le choix du poisson n'est donc pas seulement une question de goût, il varie surtout selon le portefeuille des consommateurs. Et c'est la fin de ce journal marqué par la mort du footballeur Eddie Caspar dans un accident de la route ce matin à Paea. Il circulait à scooter, a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite avant d'être interpellé à la mi-journée et placé en garde à vue.
22 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année. Ce soir, sur la première, 2 épisodes de la série Wish, puis un film noir, Persona non grata. Pour l'information, ce sera dès 6h en radio avec Heiari Tayata et Tawarili. Et Cybèle Plichard revient demain soir pour votre JT. On se quitte sur des images de la pêche à la bonite. Excellente soirée à tous. Elle n'est pas que sable, turquoise et cocotier. C'est loin d'être une occidentale téridée. C'est tout un art de vivre made in à la locale. Chez nous, on ne connaît que le tutoiement. T'es le frère, t'es la sœur de tout le monde évidemment. Chez nous, il y a des vélos sans pédales. Il y a des charrettes qui font boum, brasser de la balle. Chez nous, faire de l'autostop ne dure que 2 minutes. Alors que prendre un menu au McDo dure au moins 20 minutes. Chez nous, tu stoppes le truck avec une feuille de bananier. Si tu calcules bien, tu peux l'arrêter dans ton quartier. Chez nous, pour la messe, il va toujours bien habiller les femmes, sérum, chapeau rouge. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.